Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous déterminerons si une entrée numérique est ou n'est pas un entier. Cette capsule est faite sous la forme d'un exercice informatif que vous auriez à faire avec les étapes que vous devriez effectuer. Donc, dire si entier, la section des compétences visées n'est pas à mémoriser, est juste à comprendre pour faire le lien avec le plan de cours et ça vous permet de voir les notions que vous devriez utiliser dans cet exercice-là et ça peut donner, dans certains cas, des indices. Donc, dans ce cas-ci, construire des algorithmes textuels de haut niveau, pas détaillés, et de bas niveau, détaillés. Utiliser le français structuré pour le haut niveau et le pseudocode pour le bas niveau. Dans le cas, et pour chacun des algos, utiliser les mots-clés qui leur sont propres. Les structures à utiliser dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, on a vu donc qu'il y avait 3 enchaînements possibles d'instructions. J'aurais dû arrêter ici à linéaire et conditionnel. Il n'y a rien de répétitif dans ce cas-ci. Voilà. Donc, si ça comptait, voici le barème qui s'appliquerait. Donc, si c'était sur un point, alors 1 dixième, donc 10% serait sur la section d'en-tête de votre algo. Le haut niveau, aucun point. Vous allez voir, c'est parce que je vous le fournis. Le bas niveau, 20%. Le code en Python, 60%. Et le jeu d'essai, 10%. Donc, dire si entier, donc faire l'algorithme qui vous demandera un nombre. Donc, on va supposer que l'utilisateur saisit un nombre, donc il n'écrira pas banane, et qui déterminera si ce dernier est un entier. Donc, considérons que toutes les données saisies sont numériques. C'est ce que je disais tantôt. Je ne sais juste pas s'il va taper un réel ou un entier, donc avec ou sans décimale. Donc, aucun besoin de validation. On verra plus tard dans une capsule subséquente comment déterminer si une entrée, qui à la base, on le sait, est une string, donc savoir si une entrée représente ou ne représente pas un numérique, réel ou entier. Okay? Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine capsule. Donc, dans ce cas-ci, je vous demande de déterminer de 2 façons différentes si le nombre saisi est un entier. Premièrement, en utilisant l'opération de division entière, barre oblique en Python. Et deuxièmement, en utilisant l'opérateur modulo, symbole pour cent, en Python. Le haut niveau, très simple. Donc, dans un premier temps, vous demandez un nombre. Deuxièmement, vous déterminez et vous affichez si le nombre saisi est un entier selon la méthode division entière. Troisièmement, même chose que deuxièmement, mais avec l'opérateur modulo. Fin de l'algo. Donc ça termine, ça met fin à l'énoncé en tant que tel. Ce qui donne ceci. Pour débuter, donc on se souvient, vous commencez vos codes Python, vos scripts Python avec une string, donc entre guillemets le titre de votre algo, le titre de votre script. Deuxième ligne, toujours une string qui est un résumé, donc un but bref de votre script. Donc déterminer et afficher si un nombre est un entier. Ensuite, donc ici on a titre, but, donc on se souvient qu'ensuite c'est remarque. Fait que la remarque dans ce cas-ci, puisque c'est non standard, donc supposons que les données saisies sont toutes numériques sans exception, aucune constante, il n'y a absolument rien qui se répète dans cette situation-ci. En entrée,
on sait que vous tapez un nombre. Je marque réel parce que réel permet donc que vous tapiez, exemple, 2 tout court. 2, c'est comme si vous aviez tapé 2.0. D'accord? Et ça permet que vous tapiez 2.1 également. Si j'avais mis entier, ça refuserait 2.1. Donc, je vais avec un type plus englobant, réel. En sortie, tout ce qu'on veut savoir, c'est oui ou non. Okay? Est-ce que, oui ou non, le nombre saisi est un entier? L'algo de haut niveau, je l'ai déjà donné tantôt. Le jeu d'essai, un 10% facile. 2 données, c'est suffisant. Donc, l'essai numéro 1, supposons que je tape 1. Alors oui, 1 est un entier selon la division entière. Et ça va afficher ensuite le même message. Oui, 1 est un entier selon l'opérateur modulo. Évidemment, avec les deux méthodes, je dois arriver à la même conclusion. Essai numéro 2, avec 1.1. Alors cette fois-ci, tout ce qui change, c'est que je me fais répondre que non. Non, 1.1 n'est pas un nombre entier, évidemment. Pour bien comprendre donc les outils mathématiques division entière et modulo, allons ici, comme ceci. Alors, donc supposons n qui est un nombre supérieur à 0 pour le besoin de la chose, pour simplifier un peu. Alors n est ici. Supposons que dans un premier temps, je choisis n qui vaut 4 ou un entier quelconque. Donc, que fait la division entière? Dans ce cas-ci, nous allons diviser par 1. Donc, dans ce cas-ci, 4. Division entière 1. Je vous rappelle, la division entière, ça vaut combien? La division entière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde combien de fois au complet est-ce que cette opérande-ci entre dans cette opérande-ci. Alors, 1 rentre combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois exactement. Donc ça vaut 4. Dans le cas où on a un entier, ben, cette opération-ci donne exactement la même chose qu'on avait au départ. Même chose si je prends 7, évidemment. 7 division entière 1, ben, ça vaut 7, puisque 1 rentre exactement 7 fois. Donc, dans ce cas-ci, de façon générale, on sait qu'on a affaire à un entier si n, qui est un entier, un numérique plus général, division entière 1, si c'est égal à n, c'est parce que j'ai affaire à un entier. Si je n'ai pas affaire à un entier, alors quelque chose ici entre 4 et 5, n'importe où entre 4 et 5. Okay? Donc, entre 4 exclusivement et 5 exclusivement. Donc, je n'ai pas un entier. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je prends mon entier n, division entière 1. Alors, supposons que n vaut 4.1 ou 4.9 à l'autre extrême, comme vous voulez. OK? Alors, 1 rentre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, pas plus. OK? Que je sois à 4.1 ou à 4.9, 1 rentre 4 fois. OK? Donc, ceci, ça vaut 4. Est-ce que 4 est égal à 4.1? Non. Est-ce que 4 est égal à 4.9? Non. Donc, dans le cas où n, division entière 1, pardon, excusez, dans le cas où c'est différent de n,
c'est parce que je n'ai pas affaire à un entier. Ça, c'est pour la méthode division entière. Allons-y maintenant avec la méthode modulo. Toujours mon n ici qui vaut 4, dans ce cas-ci. Modulo donne le restant de la division. Alors, à nouveau, si je fais 4 modulo 1, on ne divisera pas par n'importe quoi. On va diviser par 1. Alors, ça rentre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pile. Il reste quoi? Il reste 0.0000. Il reste absolument rien. Donc, dans le cas où... donc, ça ici, ça vaut quoi? Ça vaut 0. Alors, de façon plus générale, même chose pour 7, là. Si je me range que là, 7 modulo 1, ça vaut 0. Donc, de façon plus générale, quand n modulo 1 égale, quand ça vaut 0, c'est parce que 1 rentre un nombre très précis de fois et il ne reste rien. Donc, s'il n'y a pas de reste, c'est qu'il n'y a pas de décimale. S'il n'y a pas de décimale, c'est que j'ai un entier. Inversement ici, si je prends n qui est quelque part entre 4 et 5, 4.1 modulo 1, ça donne quoi? Ça donne 1, 2, 3, 4. Ça rentre 4 fois. Il reste quoi? Il reste 0.1. Dans le cas de 4.9, modulo 1, ça rentre 1, 2, 3, 4 fois. Il reste quoi? 0.9. Donc, dans le cas plus général où n modulo 1 est différent de 0, c'est parce que ce n'est pas un entier. Ce qui va nous donner le code suivant. Voilà. Donc, mon jeu d'essai ici. L'algo dit, donc vous noterez en passant. Donc ici, l'algo de bas niveau, pardon, je vais arrêter de me promener comme ça. L'algo de haut niveau, on l'avait fourni. Ce qui donne, je vous rappelle, on le traduit ligne par ligne en bas niveau. Demander nombre devient lire nombre. Déterminer si c'est un entier à partir de la division entière, ça devient ceci. Donc, si le chiffre 1 rentre un nombre entier de fois dans nombre, OK? S'il rentre un nombre entier de fois, c'est-à-dire qu'il rentre très précisément, donc 1 rentre 4 fois dans 4, donc je retrouve mon nombre. À ce moment-là, j'écris oui. Okay? Ça rentre un nombre entier de fois et non pas avec une fraction. J'écris oui, sinon, j'écris non. Et pour le modulo, ben, si le modulo de nombre, qui est ma variable d'entrée, par 1, si ça donne 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décimale, donc j'ai affaire à un entier. Sinon, je n'ai pas affaire à un entier. Ce qui donne ceci comme code. Donc, lire nombre devient ceci. L'instruction, la fonction plus précisément input, on la connaît. Donc, input, si je reprends un peu de temps pour expliquer, voyez-vous l'infobulle, appelons ça comme ceci, excusez, c'est la terminologie Microsoft. Donc, la description de la fonction qui vient d'apparaître ici. Input, vous voyez que c'est une fonction, def pour définir une fonction. Input, prompt, vous lisez ça sur la première ligne. Analysons ces choses-là. Un par un, une par une.
Donc, elle accepte un paramètre prompt. Et là, on explique en passant. Donc, que fait la fonction input? Elle lit une chaîne de caractères. Elle lit une chaîne de caractères à partir de l'input standard. L'input standard, c'est le clavier. On sait qu'après avoir tapé ma réponse, je vais faire Enter. Okay? New line, ce qu'on appelle ici New line. Ben, trailing pour dire que ça traîne à la fin. Donc, le New line de fin va être jeté. Okay? Si tu réponds 22 Enter, l'ordinateur, ce qu'il garde en mémoire, c'est 22 et non pas 22 Enter. Le prompt, la string prompt, donc le paramètre ici, il n'est pas obligatoire. S'il est fourni, s'il est donné, il est imprimé à l'output standard. L'output standard, c'est l'écran. Donc, il n'est pas imprimé, il est affiché à l'output standard. À nouveau, sans de retour, sans de new line à la fin, avant de lire l'input. Donc, ce qui fait que à la fin de ta question, le curseur va clignoter là. Okay? Le curseur va clignoter là pour que tu puisses taper ta réponse à la fin de la question, parce que par défaut, il ne fait pas de Enter, de Trailing New Line. D'accord? La dernière ligne est plus technique, je vous en fais grâce. Input, ça va chercher une string. Ça va afficher la string, entrez un nombre s'il vous plaît, 2 points, mon curseur va clignoter là, je vais taper quelque chose. On suppose que l'utilisateur va taper un numérique, il va faire Enter. Ce input-là va prendre la valeur de ce que j'ai tapé et je peux le convertir en float. Je le convertis en float pour être sûr que ce ne soit pas interprété dorénavant comme une string. Je veux considérer ça comme un numérique. Je sais que c'est un numérique. Et donc, nombre, ici ma variable nombre, c'est vraiment un numérique qu'il y a dedans. On voit d'ailleurs le type ici. Il me dit que nombre va être un float. En ce qui concerne float, on voit ici que ce n'est pas une fonction. La fonction est définie, vous voyez, par def, pour définir une fonction. Float est une classe. Quand on l'appelle de cette façon-ci, on se trouve à appeler le constructeur de la classe. En passant, ça c'est un peu de terminologie objet que vous verrez dans le prochain cours de programmation. Float étant une classe, il existe des fonctions dans une classe qu'on appelle des méthodes en programmation objet. Il existe plus particulièrement une méthode qui a le rôle de construire un nouvel objet, qu'on appelle donc la méthode constructeur. C'est ce qui va être appelé quand vous appelez float de la façon qu'on le fait ici. Alors, on voit ce que ça retourne. Ça retourne on voit donc que ça va retourner un nombre à virgule flottante. On peut l'appeler avec des paramètres différents qui s'appellent x dans ce cas-ci. X peut être ou bien une string ou bien un nombre. Okay? Exemple, si j'envoie un entier, ça va, dans les deux cas, ça va me retourner un nombre à virgule flottante. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on lève une exception. La notion d'exception, on va y revenir plus tard. Donc, on sait que de la façon dont on va s'en servir ici, float va traiter le résultat de notre input. On sait qu'un input, ça retourne toujours une string. Donc ici, exemple, je tape 1.1. Ben ça va me retourner le float 1.1 sans les guillemets. Si je tape par contre 1, comme ceci, ça va me retourner la float 1. Le float 1.0. Si par contre je tape B comme dans banane, etc., okay, ben à ce moment-là, on va lever une exception. Il n'est pas possible de convertir banane en nombre à virgule flottante, évidemment.
Donc, ça donne ceci. Si le nombre division entière 1 vaut le même nombre, donc si ça ne l'a pas changé de le diviser par 1, c'est parce que c'est un entier. Sinon, ce n'est pas un entier. Donc, on suit donc l'instruction if. Les conditions ne sont pas obligées d'être entre parenthèses en Python. On sépare, on met des espaces avant et après les opérateurs pour des raisons de clarté. On met également un espace avant le 2 points, à nouveau pour une raison de clarté. Donc, vu que le if est une instruction composée qui peut contenir une ou plusieurs autres instructions, donc, 2 points ici indiquent le début du bloc d'instruction en question. Else, même chose, le else est au même niveau que le if, est aussi important. Le si et le sinon sont aussi importants l'un que l'autre. 2 points, parce que c'est une instruction composée, avec un bloc d'instruction ici. Voilà. Sinon, pas sinon, le if suivant. Le if suivant, on se pose la même question avec l'opérateur modulo. Donc, modulo par 1. Si mon nombre, modulo par 1, donne 0, c'est-à-dire que donc le reste de la division par 1 donne 0, donc c'est-à-dire que c'est un entier. Alors j'écris oui, c'est un entier. Sinon, j'écris non. J'ai un jeu d'essai, testons ça. F5. Voilà, entrez un nombre s'il vous plaît. Si vous regardez en bas complètement de votre écran ici, entrez un nombre s'il vous plaît. Mon jeu d'essai c'était 1. Alors ça me répond oui, 1 est un nombre entier selon la division entière. 1 est un nombre entier selon l'opérateur modulo, pardon. F5 pour tester avec la donnée 1.1. Donc 1.1 n'est pas un nombre entier selon la division entière, ni selon l'opérateur modulo. En espérant que ça vous a permis de continuer à saisir qu'est-ce que je demande dans vos scripts, dans vos programmes. Et sur ce, ça met fin à cette capsule. Merci beaucoup de votre attention.